Je ne cherchais pas des géants lorsque j'ai commencé mes recherches sur l'exploitation forestière en Sibérie. J'étudiais les pratiques de travail dans la Russie pré-soviétique, les équipes de travailleurs, les camps de bûcherons, l'extraction industrielle qui alimentait l'expansion impériale. De la recherche historique classique, le genre de recherche que l'on compile dans des tableaux bien ordonnés de quotas de production et de statistiques du travail, et que l'on passe à autre chose. Mais j'ai alors trouvé des photographies, pas des dessins, pas des illustrations folkloriques, pas des récits exagérés de trappeurs autour des feux de camp. Des photographies, de véritables preuves photographiques datant des années 1880 au début des années 1900, montrant des équipes de travailleurs dans les forêts sibériennes avec des individus aux proportions impossibles se tenant parmi des bûcherons de taille normale, leurs proportions si exagérées qu'elles semblaient relever de la perspective, sauf qu'il ne s'agissait pas de trucage. La profondeur de champ était constante, les motifs de neige correspondaient, les ombres se projetaient correctement sur tous les personnages. Ces images étaient antérieures à toute technologie sophistiquée de retouche photo. C'est à ce moment-là que les explications officielles ont cessé d'être convaincantes. Plus j'approfondissais mes recherches, plus je découvrais de photographies. Négatifs sur plaques de verre provenant des archives impériales russes. Tirage albuminé d'expéditions françaises, tirage argentix gélatino-bromure montrant des hommes, principalement des hommes, mais parfois aussi des femmes, mesurant entre 2,75 mètres et 3,3 mètres, voire 3,35 mètres dans le paysage glacé de Sibérie. Il ne s'agissait pas de cas isolés, ni d'anomalies médicales ponctuelles, documentées par simple curiosité scientifique. Des groupes entiers, plusieurs individus dans une même image, une même équipe de travail, un même camp de bûcherons. Parfois 3 ou 4 géants parmi une vingtaine d'hommes de taille normale. Les archives d'État russes en contenaient des dizaines. La Bibliothèque nationale de France possède une collection d'expéditions scientifiques qui ne les mentionne qu'en passant. Les travailleurs locaux d'envergure exceptionnelle disparaissent ensuite sans que l'on s'y attarde. Les entreprises forestières suédoises qui opéraient dans la région tenaient des registres méticuleux, incluant des photographies de leurs équipes. Et les voici, des individus qui dominent leurs collègues de toute leur hauteur, tenant les mêmes outils, portant les mêmes vêtements d'hiver, effectuant le même travail. Toujours le même schéma. Documenté, catalogué, sans jamais enquêter, sans jamais se poser de questions. Pourquoi tant d'entre eux étaient-ils concentrés dans les opérations d'exploitation forestière en Sibérie? Pourquoi les photographies se regroupent-elles entre 1870 et 1910, puis cessent-elles brusquement? Pourquoi les journaux d'expédition décrivent-ils ces individus non pas comme des curiosités, mais comme des travailleurs précieux, plus forts, plus compétents, recrutés spécifiquement pour les travaux les plus pénibles? Et voici ce qui rend cette histoire impossible à ignorer. Ces géants ne posent pas pour le spectacle. Ils travaillent en pleine tâche. Les photographies les montrent en train de manipuler des scies, de déplacer des grooms et de travailler en formation avec leurs équipes. Ces images n'ont pas été prises pour mettre en évidence des anomalies. Elles documentaient les opérations d'exploitation forestière. Et les géants étaient là, tout simplement. Leur présence était si banale que les photographes n'ont pas jugé nécessaire de l'expliquer. Une fois qu'on les remarque, les preuves se multiplient. J'ai commencé par examiner le matériel d'exploitation forestière lui-même. Les scies à main à 2 hommes utilisés en Sibérie mesurent de 3,65 à 4,8 mètres de long, soit bien plus que les scies comparables utilisées en Europe ou en Amérique à la même époque. Explication historique classique. Conçus pour les arbres de Sibérie de très grande taille. Or, si les arbres de Sibérie sont grands, ils ne sont pas proportionnellement plus imposants que les forêts anciennes d'Amérique du Nord ou de Scandinavie, pour lesquelles on utilise des scies nettement plus petites. À moins que les hommes qui les utilisaient n'aient pas une taille standard, les poignées des scies elles-mêmes en témoignent. L'écartement des poignées de ces outils anciens que l'on trouve encore dans les collections de musées et les décharges de ferraille des campagnes russes est de 40 à 50 pouces.
Un homme de taille normale, avec une envergure moyenne, ne peut pas utiliser confortablement une scie dont les poignets sont aussi écartés. Il faudrait tendre complètement les deux bras, ce qui annulerait tout avantage mécanique et rendrait l'outil pratiquement inutilisable. En revanche, pour une personne mesurant 2,74 mètres et ayant des bras de longueur proportionnelle, cet écartement devient parfaitement ergonomique. Il y a ensuite les traîneaux, d'énormes traîneaux de transport de bois, retrouvés abandonnés dans des régions reculées de Sibérie, certains encore à moitié enfouis dans le pergélisol. Ce ne sont pas les traîneaux qu'on utilise pour transporter le bois transformé vers les scieries. Ce sont des traîneaux de débardage conçus pour transporter les grumes fraîchement coupées des sites de coupe aux aires de stockage. Leur construction est identique à celle des traîneaux de débardage classiques, mais à une échelle presque 2 fois supérieure. Les harnais de traction mesurent 2,13 mètres, 7 pieds, entre la fixation à l'épaule et le point d'attache de la charge. La capacité de charge de leur structure suggère des poids qui nécessiteraient une douzaine de chevaux ou plusieurs hommes exceptionnellement forts pour être déplacés. Les musées les exposent comme des traîneaux de cérémonie ou des équipements de parade, malgré des traces d'usure évidentes. Et bien qu'ils soient dégagés et soient découverts, situés dans des régions forestières exploitées à des dizaines de kilomètres de toute agglomération suffisamment importante pour organiser des défilés. L'hypothèse alternative, selon laquelle il s'agissait d'équipements fonctionnels conçus pour des opérateurs humains d'une taille et d'une force hors du commun, ne semble pas être prise en compte. Mais il ne s'agit pas seulement du matériel, il s'agit des camps eux-mêmes. Les camps de bûcherons abandonnés dans la taïga sibérienne présentent des anomalies architecturales qui font écho au schéma que j'ai documenté ailleurs. Des portes de dortoir de 3 à 3,5 mètres de haut. Des plateformes de couchage construites à 90 cm du sol, bien trop hautes pour qu'une personne de taille normale puisse s'asseoir et s'allonger confortablement. Des tables et des bancs placés à une hauteur telle que les pieds d'un homme de taille moyenne ne toucheraient pas le sol. Et ce, dans des dizaines de camps. Les archives contemporaines des opérations forestières russes décrivent ces camps comme des structures temporaires, construites rapidement et reconstruites au gré des saisons et des mouvements d'exploitation. Pourtant, elles présentent invariablement les mêmes proportions surdimensionnées. Pourquoi des équipes construisant des abris temporaires dans les conditions extrêmes de la Sibérie gaspilleraient-elles délibérément du bois et de la main-d'œuvre en construisant tout plus grand que nécessaire, à moins que ces structures ne soient pas surdimensionnées pour les personnes qui les occupaient? Les preuves photographiques deviennent incontestables lorsqu'on les examine de manière systématique. D'une image à l'autre, on retrouve la même configuration. Une équipe de travailleurs alignés pour la documentation, une pratique courante pour le suivi des opérations et de leurs effectifs. 10, 15, 20 hommes, et parmi eux, immanquablement, des individus qui dominaient leurs collègues de toute leur hauteur, ne se tenant pas sur des souches, ni sur un terrain accidenté, mais sur la même terre enneigée que tous les autres, la tête s'élevant d'1 mètre, voire d'1,20 mètre au-dessus des hommes à leur côté. Les vêtements sont identiques, même manteau d'hiver, même chapeau de fourrure, même bottes épaisses. Il ne s'agit pas de dignitaires ou de supérieurs hiérarchiques en visite, vêtus différemment. Ils sont habillés pour le même travail dans les mêmes conditions. Seule l'échelle et leurs mains diffèrent. Cela se voit clairement sur les photos de meilleure qualité. Des mains tenant des manches de hache, agrippant des cadres de scie, reposant sur les épaules de collègues plus petits, des mains proportionnées à leur corps, c'est-à-dire de la taille d'assiette, ni gonflées par la maladie, ni déformées, simplement disproportionnées. Tout est proportionnel, mais fondamentalement plus grand, ce qui rend ces photographies si déstabilisantes. Pour les explications conventionnelles, c'est leur banalité. Ce ne sont pas des affiches de cirque vantant l'homme le plus grand de Russie. Il ne s'agit pas de documents médicaux relatifs à des cas pathologiques. Ce sont des photos de chantier, des listes de travailleurs forestiers, l'équivalent visuel du pointage.
Ces géants sont là, tout simplement, faisant partie de l'équipe, si insignifiants que personne n'a jugé bon de mentionner leur présence dans les légendes, comme si des hommes de près de 3 mètres dans des équipes de bûcherons sibériennes étaient parfaitement normaux. Les expéditions françaises fournissent la documentation la plus détaillée, précisément parce qu'elles ne recherchaient pas de géants, mais étudiaient les ressources et les pratiques de travail en Sibérie à des fins commerciales. Un rapport d'expédition de 1891 décrit la découverte d'une exploitation forestière près du fleuve Yenisei, employant ce qu'il qualifiait de travailleurs indigènes au développement physique extraordinaire. Le récit est clinique, presque méprisant. Plusieurs individus d'une taille exceptionnelle, estimés entre 2,7 et 3,2 mètres, effectuaient des travaux de charpenterie lourde avec une efficacité supérieure à celle des ouvriers ordinaires. Le contremaître a indiqué que ce type de travailleur était couramment employé dans toute la région pour des tâches exigeant une force considérable. 3 mètres, soit près de 3 mètres de haut. Le rapport ne s'attarde pas sur ce fait, n'exprime ni surprise ni incrédulité. Il se contente de le mentionner comme un fait observé et aborde ensuite la qualité du bois et la logistique du transport, comme si la rencontre avec plusieurs bûcherons de 3 mètres de haut était intéressante, mais pas particulièrement inhabituelle. Les photographies accompagnant cette expédition confirment exactement la description du rapport. Des individus imposants au sein d'équipages de taille standard, au travail sans particularité, puis plus rien. Après 1912 environ, ces photographies disparaissent des archives russes, non pas progressivement, mais brutalement. Les rapports d'expédition détaillés cessent également. Les listes des compagnies forestières qui mentionnaient auparavant la composition des équipes ne font plus mention des travailleurs de stature hors norme. Les plaques de verre négatives qui documentaient les opérations quotidiennes ne montrent plus que des hommes de taille normale. Qu'est-ce qui a changé? Pas les opérations d'exploitation forestière. L'exploitation du bois en Sibérie s'est poursuivie et intensifiée, pas la technologie photographique. Les appareils photo sont devenus plus courants et plus accessibles. Il ne s'agit pas des travailleurs eux-mêmes. Rien ne prouve une immigration massive ni un effondrement démographique, seulement des documents. Les archives officielles cessent tout simplement de reconnaître ce qu'elles consignaient auparavant, sans commentaire. Et lorsqu'on tente de retracer les événements, on se heurte au même obstacle, quelle que soit la source d'archives. La Révolution russe offre un prétexte commode. Les archives ont été détruites, archives incendiées, mémoire institutionnelle perturbée. Mais ce schéma se dessine déjà avant 1917. Les photographies cessent d'apparaître dans les archives des entreprises françaises et suédoises dès 1913. Les études industrielles allemandes sur les ressources sibériennes, qui incluaient auparavant une documentation photographique des forces de travail locales, omettent soudainement ces images après 1911, comme si quelqu'un avait décidé que ces travailleurs en particulier n'étaient plus dignes d'être documentés. Comme si reconnaître leur existence était devenu gênant. Les outils, eux, demeurent. Les preuves persistent d'une manière qu'on ne peut effacer complètement. Dans toute la Sibérie russe, des antiquaires et des entreprises de récupération rurale mettent encore au jour, de temps à autre, ces outils massifs. Des haches dont le manche mesure plus de 2 mètres, des merlins de 36 kilos, des pics d'une longueur telle qu'elle serait totalement ingérable pour des hommes de taille normale. Tous portent des traces d'usure. Il s'agit d'outils fonctionnels et non d'objets décoratifs. Les historiens locaux les classent comme ayant une fonction indéterminée, voire cérémonielle, bien qu'on les retrouve dans des contextes clairement industriels, enfouis dans d'anciens sites d'exploitation forestière, récupérés dans des hangars à matériel effondré, ou mis au jour lors de travaux de construction dans des régions où l'exploitation du bois est un passé bien documenté. L'hypothèse alternative selon laquelle il s'agissait d'outils du quotidien pour des ouvriers dont la taille rendait ces instruments pratiques n'est pas mentionnée dans les documents officiels. Trop de questions,
Trop de bouleversements pour établir des récits sur qui a travaillé en Sibérie, qui a construit l'infrastructure, qui a accompli les prouesses industrielles que nous attribuons aux acteurs historiques traditionnels. Mais ce phénomène ne se limite pas à la Sibérie. Une fois qu'on sait où chercher, on trouve des preuves photographiques similaires d'opérations d'exploitation forestière dans tout l'extrême-orient russe, dans les régions montagneuses de l'Oural et même dans le nord de la Scandinavie, là où les opérations suédoises et norvégiennes empiétaient sur le territoire russe. Toujours la même configuration, des équipes de travailleurs composées d'individus d'une stature hors du commun, effectuant un travail pénible, documenté sans ostentation, et toujours s'arrêtant à peu près à la même période. Cette fenêtre cruciale entre 1910 et 1920, où un changement s'opère dans ce qui est considéré comme acceptable à documenter, l'architecture témoigne de la même évolution. Les logements ouvriers des villages reculés de Sibérie de la fin du 19e siècle présentent les mêmes proportions surdimensionnées. Des portes conçues pour des habitants de 2,4 à 3 mètres de haut, des plafonds atteignant près de 3,6 mètres, dans des structures censées être des logements temporaires pour travailleurs, ni manoirs, ni bâtiments administratifs, de simples habitations en bois dans des endroits où l'abondance de matériaux engendrait une main-d'œuvre abondante dans des conditions brutales. Pourquoi construire des choses plus grandes que nécessaires? À moins que la nécessité elle-même ne soit différente de ce que nous avons supposé, ce qui me dérange le plus, ce ne sont pas les preuves en elles-mêmes, mais le refus systématique de les examiner. Lorsqu'on présente ces photographies à des historiens du travail russe, ils reconnaissent leur authenticité, puis attribuent le problème d'échelle à une distorsion de perspective, sans expliquer comment la perspective se déforme de manière constante sur des centaines d'images provenant de photographes différents, avec des appareils différents et à des époques différentes. Lorsqu'on montre ces outils à des conservateurs de musées, ils les cataloguent comme ayant un usage industriel indéterminé, au lieu de reconnaître l'évidente implication quant à la taille de l'opérateur. Quand on fait remarquer les proportions architecturales, on nous répond qu'elles reflètent des traditions de construction régionale, sans aucune explication sur les raisons pour lesquelles de telles traditions gaspilleraient délibérément des ressources, aboutissant à des bâtiments disproportionnés. Il ne s'agit pas d'un déni actif, mais d'un évitement passif, des questions qu'on ne pose tout simplement pas, car les poser soulèverait des questions que le monde universitaire refuse d'aborder. Mais les questions demeurent. Pourquoi des individus de taille exceptionnelle se sont-ils concentrés dans les opérations industrielles sibériennes à une période historique précise? Pourquoi étaient-ils jugés suffisamment précieux pour être employés malgré, vraisemblablement, des besoins alimentaires plus élevés et des exigences en équipement spécialisé? Pourquoi leur documentation cesse-t-elle précisément au moment où l'industrialisation s'accélère et où la documentation relative à la main-d'œuvre est censée devenir plus sophistiquée et exhaustive? Et qu'est-il advenu d'eux? Ni déclin démographique progressif, ni émigration vers d'autres régions. On ne retrouve aucune trace de tels individus ailleurs. Non pas une mort due à des facteurs environnementaux. Les conditions de vie en Sibérie étaient rudes pour tous, mais ces individus étaient apparemment suffisamment robustes pour supporter un travail pénible dans des conditions extrêmes. Ils disparaissent tout simplement des archives, des photographies, des mentions, de l'histoire officielle, comme si quelqu'un avait décidé qu'il valait mieux les oublier. Je repense sans cesse à une photographie en particulier. Elle date de 1907 et a été prise près de Krasnoyarsk lors d'un inventaire forestier français. L'image montre une équipe de 10 hommes travaillant avec une énorme pile de grumes fraîchement coupées. 9 d'entre eux ont une taille manifestement normale. On peut s'en rendre compte en les comparant à la maison visible sur l'image. L'un d'eux est un géant, pas un homme de grande taille. Un géant. Il n'est pas placé au premier plan ni mis en valeur d'aucune manière. Il est parfaitement intégré à l'équipe, tenant sans effort une bûche, portant le même équipement. Ce sont des collègues, des personnes qui travaillent, tout simplement. Mais nous les avons rendus invisibles en faisant comme s'ils n'avaient jamais existé.
Nous avons transformé la réalité documentée en spéculation interdite. Nous avons effacé des individus apparemment si ordinaires à leur époque que les photographes n'éprouvaient aucun besoin de les expliquer. Et ce faisant, nous avons perdu quelque chose d'important. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui ils étaient, mais aussi de comprendre ce que nous avons oublié, les capacités que nous avons perdues, le potentiel humain qui existait dans l'histoire récente et que nous avons choisi d'ignorer. Les outils imposants sont toujours abandonnés dans des chantiers de récupération. Les structures démesurées se dressent encore dans des lieux reculés. Ces photographies demeurent dans les archives, attendant que quelqu'un pose la question du pourquoi. Pourquoi étaient-elles là? Pourquoi ont-elles été oubliées? Et qu'avons-nous effacé de l'histoire, car le reconnaître impliquerait de réécrire ce que nous croyons savoir du passé récent. Les forêts sibériennes se souviennent, même si les livres d'histoire les oublient.